La musculation, c'est ultra simple. Il te suffit de tirer des trucs et de pousser des trucs comme un malade et tu vas devenir ultra musclé sans réfléchir. Je t'en prie et à bientôt. Ouais, sauf que il y a les réseaux sociaux qui sont passés par là entre-temps et qui ont petit à petit, année après année, intégré dans la tête de tous les pratiquants, les débutants, les intermédiaires et même les avancés, des concepts et des idées qui sont tellement mal expliqués qu'on se retrouve à plus savoir comment s'entraîner et qu'on a peur en permanence de faire des erreurs. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager 10 concepts très importants en musculation dont tout le monde parle sur les réseaux, mais que tout le monde explique mal. Je vais t'expliquer pourquoi ils sont mal expliqués, pourquoi ça te pose problème et comment tu peux t'en servir pour progresser au mieux et kiffer ton aventure dans la musculation. Avant de commencer, je vais juste expliquer rapidement pourquoi ça peut être une bonne idée d'écouter ce que j'ai à te dire si tu ne me connais pas. Je m'appelle Claudio, je suis coach certifié depuis 2 ans et ça fait même un peu plus de 2 ans que j'accompagne des VG, des véganes et des flexitariens dans leur aventure de la musculation. J'ai moi-même, via mon expérience personnelle, mes recherches, mes mentors et ma passion pour le domaine de la musculation et en particulier de la prise de muscle, du bodybuilding, pas mal de connaissances et une plutôt bonne compréhension de tout ça. Et aujourd'hui, je vais m'en servir pour t'apporter un maximum de valeur. On est parti. Alors, le premier concept, c'est le nombre de répétitions. Que ce soit un nombre fixé de répétitions, par exemple, le conseil qu'on va entendre, c'est fais des séries de 12 répétitions, ou même une fourchette de répétitions, comme par exemple, il faut absolument que tu fasses entre 8 et 12 répétitions pour prendre du muscle. Le problème de ce conseil, c'est qu'il met l'accent sur le nombre de répétitions comme un facteur déterminant pour ta prise de muscle. Alors que ton muscle, il n'a aucune idée du nombre de répétitions que tu es en train de faire. Il s'en fout totalement. Ton muscle, il est intéressé par une seule chose, le stimulus que tu lui procures. Retiens bien ce terme parce que c'est un terme que je vais utiliser beaucoup dans la vidéo. Le stimulus, en gros, c'est le signal que tu envoies à ton muscle et qui lui donne l'information qui va devoir se renforcer, se reconstruire plus fort et plus massif pour être capable, la prochaine fois que tu vas lui demander de travailler, d'affronter le travail que tu lui demandes. Là, quand je parle de travail, c'est les exercices de muscu que tu fais et en gros les charges que tu choisis. Ce stimulus, il vient pas directement du nombre de répétitions que tu fais. Il vient d'une technique pertinente, c'est-à-dire une technique qui va bien engager le muscle que tu cherches à engager et d'une proximité de l'échec musculaire suffisante. Ça veut dire que si tu fais tes mouvements n'importe comment, potentiellement, c'est pas le muscle que tu veux travailler qui va travailler. Et si tu t'entraînes sans te pousser suffisamment loin dans l'effort, ce ne sera pas suffisant pour envoyer à ton muscle le signal qu'il devra se reconstruire plus fort et plus grand. Et pour en revenir aux répétitions et aux fourchettes de répétitions, ça va être avant tout une question de praticité et de préférence. Tu peux prendre du muscle en faisant des séries de 5 répétitions, comme en faisant des séries de 20 ou de 25 ou de 30 répétitions, tant que tu as cette bonne technique pertinente et que tu t'entraînes dur et proche de l'échec musculaire. Pour des histoires de praticité dans le domaine de l'hypertrophie, on va généralement te conseiller de rester entre 5 et 20 répétitions, mais c'est pas parce que si tu faisais 4 répétitions, tu prendrais pas de muscle, ou si tu en faisais 21, tu prendrais pas de muscle. C'est plutôt que à partir d'un certain nombre de répétitions très élevées, c'est plus difficile d'apprécier ta proximité de l'échec et que inversement, avec très peu de répétitions, ça va être difficile de rajouter des répétitions parce que chacune est extrêmement difficile. Ça nous amène évidemment au deuxième concept de cette vidéo, l'échec musculaire. Donc qu'est-ce qu'on entend sur les réseaux? 2 trucs. Soit entraîne-toi plus dur et va à l'échec à toutes les séries, soit attention, ne va surtout pas à l'échec parce que tu vas te cramer et tu ne progresseras jamais. C'est quoi la vérité dans tout ça? Alors déjà, il y a une grosse différence entre l'échec musculaire et ta perception de l'échec musculaire. En gros, le problème avec la musculation, c'est que ton cerveau va vouloir tout faire pour préserver ton énergie, pour préserver ton corps. Et donc, il va te faire croire en permanence que tu es à l'échec alors que tu ne l'es pas encore. Donc forcément, si tu débutes et que tu n'as jamais fait l'effort d'aller chercher loin dans l'effort et de te mettre en tête d'aller à l'échec musculaire, tu ne sauras pas ce que c'est et tu vas t'arrêter souvent bien trop tôt dans ta série pour fournir un stimulus intéressant. Et au final, tu auras énormément de séries, voire toutes tes séries qui ne seront pas vraiment efficaces parce que tu t'entraînes pas assez dur. Ça, c'est pour les personnes qui sont relativement débutantes et qui n'ont pas l'habitude de se pousser dans leur retranchement. Le problème de ce conseil et de ce que je viens de t'expliquer, et c'est pour ça que c'est important que je revienne dessus tout de suite, c'est que si toi, tu sais déjà t'entraîner dur, tu vas entendre ça et tu vas commencer à avoir de l'anxiété et à croire que tu t'entraînes jamais assez dur. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc oui, entraîne-toi dur, apprends à faire la différence entre aller à l'échec musculaire littéralement
et aller à l'abandon. C'est un concept que j'ai inventé qui veut dire que tu as abandonné mais qu'en vrai, tu n'étais pas vraiment à l'échec. Essaye de ne pas aller à l'abandon, mais plutôt d'aller t'entraîner très dur, le plus proche possible de l'échec musculaire, et si possible sans échouer, parce que pour le coup, le fait de rajouter la répétition sur laquelle tu échoues, alors que littéralement, tu n'avais pas une répétition en plus, en réserve, ça va t'ajouter beaucoup de fatigue, notamment de la fatigue nerveuse, et pas forcément un grand stimulus supplémentaire par rapport à si tu t'étais arrêté juste avant. D'ailleurs, ça fait un bon parallèle avec le troisième point, les séries dégressives ou les drop sets. Donc on entend un peu partout que c'est important pour fumer le muscle, pour avoir des progrès de fou, de faire des séries dégressives. Donc des drop sets, qu'est-ce que c'est? Tu termines ta série et tu vas baisser ton poids et tu vas refaire une série avec moins de poids dans la foulée. Donc l'idée, ce serait d'aller à l'échec une première fois, mais maintenant que tu es à l'échec, tu vas carrément baisser le poids pour refaire une série et re-aller à l'échec. C'est pas une mauvaise idée en soi, ça peut permettre d'approfondir un petit peu ta proximité de l'échec. Le problème, c'est que dans 90% des cas, et notamment pour les personnes qui sont encore au niveau débutant ou même au niveau intermédiaire, le fait de savoir que tu vas faire un drop set, ça va faire que tu vas moins te donner les moyens d'aller au bout de ta série sur ta vraie série. Donc en gros, tu vas t'arrêter potentiellement une ou deux répétitions avant ce que tu aurais pu t'arrêter en te disant « faut que je garde de l'énergie parce qu'après j'ai mon drop set ». Ça n'a aucun sens. Commence d'abord par faire des séries qui sont efficientes dans lesquelles tu vas chercher loin, le plus proche possible de l'échec musculaire et ça devrait largement suffire sans que tu aies besoin de rajouter des drop sets. Et d'ailleurs, si tu t'entraînes vraiment très dur, à la fin de ta série, tu ne devrais pas te dire bon, et si je me faisais un petit drop set, tu devrais être complètement au sol, à bout de souffle, en train de redouter la série suivante. J'exagère un peu, mais à peine. En parlant de charge et de nombre de répétitions, on en arrive au quatrième thème et celui-ci, c'est peut-être le plus important de la vidéo, la surcharge progressive. Le conseil qu'on entend tout le temps, c'est applique la surcharge progressive. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pour moi, c'est un des pires conseils qu'on peut donner, notamment à des débutants en musculation. Déjà, qu'est-ce que c'est la surcharge progressive? Comme je t'ai dit, quand tu vas t'entraîner, tu vas fournir à ton muscle un stimulus, un signal qui va faire réaliser à ton corps que ce muscle doit être reconstruit plus fort afin de pouvoir affronter dans les meilleures conditions ce que tu lui imposes comme stimulus et que ce soit plus simple à gérer pour lui la fois suivante. Toi, tu vas aller t'entraîner à la salle, j'imagine au moins une fois par semaine, voire plus que ça, et à chaque fois que tu vas y retourner, tes capacités, parce que tu te seras bien entraîné la fois d'avant, tes capacités seront un petit peu supérieures la semaine d'après et tu pourras donc mécaniquement et logiquement observer que tu es capable de faire, par exemple, une répétition de plus ou pourquoi pas d'augmenter le poids si ça commence à faire beaucoup de répétitions et que tu veux augmenter un petit peu ton poids, ce qui va faire baisser tes répétitions en augmentant le poids. On est d'accord, c'est logique, puisque s'il y a plus de charge, chaque répétition est plus difficile. Tout ça pour dire que la surcharge progressive, c'est une conséquence du bon travail que tu fais. Aujourd'hui, tu t'entraînes bien pour que la surcharge progressive s'applique naturellement la semaine prochaine. Voilà comment ça fonctionne. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, on va te conseiller d'appliquer la surcharge progressive, c'est-à-dire à chaque fois que tu vas aller à la salle, tu vas rajouter une répétition ou augmenter le poids ou les deux. Comme tu l'as compris, ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas ton choix d'augmenter tes répétitions. Toi, ta mission, c'est de te donner autant que possible pour challenger ton muscle. S'il est capable la semaine prochaine de faire plus de répétitions, c'est tant mieux, mais ce n'est pas ta décision. Le problème principal, c'est que les réseaux sociaux créent une anxiété de surcharge progressive, des standards complètement aberrants, comme je disais juste avant, augmente d'une répétition ou augmente le poids à chaque série, à chaque exercice, à chaque séance. C'est pas possible. Même si tu t'entraînes très bien, à moins d'être vraiment un grand débutant dans les 2 premiers mois de son aventure de la muscu, c'est juste pas possible. Et donc toi, comme tu vas avoir peur de ne pas réussir à appliquer ta surcharge progressive et donc d'être une merde, quand tu vas aller à la salle, tu vas commencer à tricher. Tu vas commencer à terminer tes séries et à rajouter des répétitions qui ne sont pas des répétitions qui suivent la technique que tu as décidé d'avoir sur ton exercice pour vraiment bien progresser et fournir un bon stimulus. C'est des fausses répétitions qui sont faites juste pour pouvoir écrire plus 1 dans ton carnet. Est-ce que tu penses que ta prise de muscle dépend de ce que tu écris dans ton carnet? La réponse, c'est évidemment non. Ta prise de muscle, elle dépend de est-ce que tu t'entraînes bien et de manière consistante. Si tu te concentres vraiment bien sur le stimulus que tu fournis à tes muscles quand tu t'entraînes, ta surcharge progressive, elle viendra naturellement. Sois assez patient pour ne pas croire à chaque fois que tu ne rajoutes pas une répétition que tu es sur un plateau. C'est pas aussi simple que ça. Et ça nous fait une transition parfaite avec le concept suivant, l'ego lifting. Peut-être que toi, ton idée de l'ego lifting, c'est en gros utiliser une technique sale
pour pouvoir soulever plus lourd et pour pouvoir satisfaire son ego. Ce n'est pas ça l'ego lifting. Et tu sais quoi? Ce que je viens de décrire, c'est même pas forcément un problème. Il y a certains exercices sur lesquels ça a du sens pour pouvoir fournir un meilleur stimulus de manière contrôlée et volontaire, d'avoir une technique sale pour pouvoir charger plus et donc, comme je disais, fournir un meilleur stimulus. Je vais te donner un exemple classique, tout ce qui va être tirage horizontal pour travailler les trapèzes médians, donc l'arrière, le milieu du dos. C'est un truc assez classique de tricher légèrement dans son exécution et donc de faire de l'ego lift. Et en soi, c'est pas un problème tant qu'on ne se met pas en danger, c'est-à-dire tant que notre exécution ne nous menace pas de nous blesser. Le vrai problème avec l'ego lift, il est lié à l'anxiété de performance et de surcharge progressive dont je parlais juste avant. Il va avoir lieu quand tu vas commencer à rajouter des fausses répétitions pour pouvoir satisfaire ton ego dans ton petit carnet et que du coup, tu vas te mettre à augmenter le poids. Et petit à petit, à force d'augmenter le poids et d'augmenter les répétitions, tu n'auras pas pris de muscle puisque tu t'entraînes moins bien maintenant et donc ta technique va devenir de moins en moins pertinente. Alors qu'avant, tu prenais un poids modéré et que tu faisais en sorte de fournir un bon stimulus avec une bonne technique, là, tu vas te mettre petit à petit à tricher sur ta technique mais pas d'une bonne manière et donc à avoir moins de gains, moins de retours. Évidemment, tu vas risquer de te blesser, mais surtout, tu vas passer des mois à manipuler des poids qui n'ont aucun sens pour toi, juste pour satisfaire ton ego. Et on enchaîne avec le 6e concept et celui-là, il va faire très très mal et il va diviser énormément de monde. La musculation basée sur la science. La science, c'est génial. Elle fait des recherches scientifiques et elle nous donne des informations cruciales pour nous permettre de progresser dans notre compréhension de plein de choses dans la vie et notamment la musculation, la prise de muscle. Ok. Merci la science. Le problème avec les contenus, notamment sur Instagram, sur TikTok, mais même sur YouTube, fais tel exercice car il est approuvé par la science. Pour les gens qui sont des débutants ou des intermédiaires, on va se retrouver dans une recherche permanente de l'optimisation basée sur la science de notre programme. C'est pas parce qu'un exercice a été validé par la science ou par une recherche scientifique que ça en fait un mauvais exercice, évidemment. Le problème, c'est que ça crée une peur permanente de passer à côté des meilleurs exercices et donc une envie de tout le temps changer, de tout le temps tout remettre en question en se disant « Ah, mais maintenant la science a prouvé qu'il fallait faire ça, mais il y a un an il fallait faire ça et peut-être dans un an il faudra faire autre chose. » Et on va tout le temps changer comme si c'était la clé, comme si c'était la recette miracle à tes problèmes, alors que la recette miracle à tes problèmes, elle vient principalement, très probablement, de tes fondations. Comment tu t'entraînes? Est-ce que tu fournis un bon stimulus? Est-ce que tu fais en sorte d'avoir une bonne récupération, c'est-à-dire de bien dormir, de bien manger, de prendre soin de ta santé en général? Et ouais, même en ce qui concerne l'entraînement, est-ce que tu comprends des bases un petit peu de la biomécanique? Qu'est-ce qui compte pour fournir à tes muscles ce dont il a besoin pour progresser? Tu peux faire des exercices qui sont absolument pas validés par la science, comme par exemple les élévations latérales aux haltères pendant des années et avoir des épaules de malade. Et inversement, si tu es débutant et que tu as très peu de masse musculaire et d'expérience en musculation et que tu commences à te dire que toi, tu as tout compris et que tu as raison et que tu sais comment il faut s'entraîner parce que la science l'a dit, bah la réalité du terrain, elle va vite te rattraper parce que tu vas voir que ça ne fonctionne pas comme ça et qu'il y a une histoire d'expérience, il y a une histoire de contexte personnel, il y a une histoire de préférence personnelle. Et ça, la science, avec toutes les recherches possibles, elle ne te donnera jamais cette réponse. Il n'y a que ton expérience qui va te donner cette réponse. On va enchaîner sur un des sujets préférés de la science et de la recherche scientifique, le volume d'entraînement. C'est le nombre de séries que tu fais dans la semaine, le nombre de séries par groupe musculaire, le nombre de séries au total. Par exemple, je fais 20 séries pour les quadriceps dans la semaine, j'en fais 12 pour les pectoraux. Ça, c'est ton volume. Sur les réseaux, il y a deux teams. Il y a la team low volume, donc très peu de volume, le moins possible de volume pour optimiser son entraînement, passer moins de temps à la salle, avoir des meilleurs résultats, avoir moins de fatigue en faisant très peu de séries. Et la team high volume qui va te dire inversement, il faut que tu t'entraînes plus. Si tu ne progresses pas, c'est pour une seule raison, c'est parce que tu t'entraînes pas assez et tu devrais faire plus de séries. Limite, tu devrais t'entraîner moins dur pour pouvoir faire plus de séries. Alors, qui a raison? Si tu t'entraînes mal, c'est-à-dire si tes séries ne sont pas pertinentes en termes de stimulus, tu n'as pas une technique pertinente, tu ne comprends pas quelle technique avoir et notamment garder jusqu'au bout de ta série pour pouvoir donner le stimulus que tu veux et tu ne vas pas suffisamment proche de l'échec. Tu auras beau rajouter des séries, ça ne va pas te faire progresser. D'où l'idée d'avoir un volume faible comme point de départ. C'est-à-dire, quand tu vas construire ton programme de musculation, tu vas commencer avec relativement peu d'exercices et relativement peu de séries pour pouvoir te concentrer sur le fait de bien
travailler. Et petit à petit, tu vas comprendre comment bien travailler et que tu vas voir que ton contexte te permet de bien récupérer de ce que tu fais, tu vas pouvoir progressivement ajouter des séries. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut en faire le plus possible parce qu'il y a un moment où effectivement, si tu en fais plein, par exemple si tu fais 40 séries par groupe musculaire par semaine, à moins d'être dopé, tu ne vas pas pouvoir récupérer et ça va être contre-productif. Mais c'est vrai que si tu n'es pas dopé et que tu as envie de progresser sur les pectoraux et que tu as compris comment bien t'entraîner, que actuellement tu fais 3 séries par semaine de développé couché et c'est tout, bah peut-être que tu vas pouvoir en rajouter 2, puis peut-être en fait 2 de plus, puis peut-être en fait augmenter petit à petit jusqu'à un moment où tu verras que tu progresses avec 10 dans la semaine. Et peut-être qu'à un moment, tu ne progresseras plus avec 10 dans la semaine et tu pourras passer à 11 ou à 12 ou ajouter un exercice, réajuster un petit peu l'ordre de tes séries et de tes exercices dans tes séances. Le meilleur volume, ce n'est pas un volume haut ni un volume bas, c'est le volume le plus haut qui te permet de progresser et avec lequel tu arrives à bien récupérer. J'enchaîne sur 2 thèmes consécutifs un petit peu plus spécifiques mais dont on parle tout le temps. Le premier, c'est le travail des abdos. Alors là, pareil, il y a 2 teams. Il y a la team, tu n'as pas besoin de travailler tes abdos, il suffit d'être mince, les abdos se font à la cuisine. Et il y a la team, il faut que tu fasses un maximum de gainage, voire des circuits, abdos ventre plat, ce genre de trucs. Pour moi, la réalité, elle se trouve dans aucune de ces 2 teams. Effectivement, si tu n'es pas assez mince, tu ne verras pas d'abdos parce que tu verras le gras de ton ventre qui sera par-dessus tes abdos. Donc, tu auras beau travailler tes abdos, tu ne les verras pas. Donc, effectivement, sois un petit peu plus mince si tu ne vois pas tes abdos et que tu as envie de les voir. Maintenant, est-ce que tu vas les travailler par exemple avec du gainage ou les défoncer, les déboîter 7 jours sur 7? Est-ce que tu as déjà pensé que faire du gainage pour prendre des abdos, c'est comme prendre un haltère et rester comme ça en espérant que ça va te faire prendre des biceps? On est d'accord, ça n'a aucun sens. Les abdos, je veux que tu les traites comme tous les autres muscles parce que c'est un muscle comme tous les autres. Alors je dis les abdos, je te parle du grand droit des abdominaux, donc c'est vraiment le muscle central des abdos. Ça veut dire que tu vas les travailler en hypertrophie, avec des séries plus ou moins longues, mais en cherchant aussi à te challenger en allant proche de l'échec, en faisant des répétitions. Ça va te permettre de construire de la masse musculaire sur tes abdos et d'avoir des abdos beaucoup plus stylés quand tu seras suffisamment mince pour pouvoir les voir. Dans la foulée, on a un autre concept et ce sera l'avant-dernier de cette vidéo. Si tu es déjà arrivé là, je pense que c'est le moment parfait pour me mettre un petit like, pour t'abonner et on enchaîne. L'obsession des lombaires, la peur de se briser le bas du dos en permanence. Alors oui, les lombaires, c'est une zone fragile. Oui, le bas du dos, c'est quelque chose qui peut facilement se blesser et qui peut te mettre dans une galère pas possible, voire te rendre paralysé si tu fais n'importe quoi avec. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'à chaque fois que tu t'entraînes, tu ne dois pas ressentir tes lombaires? Sinon, c'est que tu es en train de courir un risque pas possible? Bah absolument pas. Si tu as mal à tes lombaires à chaque fois que tu fais des exercices qui les sollicitent un petit peu, comme par exemple du squat, du soulevé de terre ou même du rowing, c'est probablement qu'ils ne sont juste pas assez musclés. Et c'est ok, ça fait partie du jeu. Donc qu'est-ce qui te reste à faire à ton avis? Les muscler. Comme on vient de dire pour les abdos, tu peux muscler tes lombaires évidemment sur des exercices polyarticulaires qui les sollicitent, comme je viens de le dire, par exemple des soulevés de terre. Et tu peux aussi les travailler en hypertrophie sur des bancs spécifiques en faisant des répétitions et en les travaillant de manière prudente, mais quand même en les travaillant. Enfin, on enchaîne avec le dernier concept qui est un petit peu plus méta, les contenus en général et en particulier les contenus shorts ou les reels. C'est bien simple. À partir du moment où tu n'as pas une explication, un contexte et que tu ne sais pas à qui s'adresse une vidéo qui parle de musculation, une vidéo qui parle de quoi que ce soit d'ailleurs, qui cherche à éduquer quelqu'un, c'est potentiellement pas pour toi. Qu'est-ce qui te fait penser que parce qu'il y a un pélo qui s'est réveillé un matin en ayant eu une idée de vidéo pour faire des vues sur Insta, ça veut dire que le conseil qu'il va te donner s'applique à toi? C'est pas parce qu'il a un corps musclé que ce qu'il est en train de te dire est pertinent. La raison pour laquelle ça pourrait être pertinent, c'est si tu comprends l'explication qu'il te donne et si tu t'assures que ce qu'il explique s'applique à ton contexte personnel. Et c'est pas forcément le cas. Et c'est difficile de comprendre quel est son contexte personnel et qu'est-ce qu'on peut prendre comme une vérité ou de quoi il faut se méfier. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et c'est aussi pour ça que je fais le métier de coach. Si tu as envie d'être accompagné dans ton aventure de la musculation, dans l'idée de transformer ton physique progressivement pour qu'il soit plus mince et plus musclé, mais que tu as aussi envie d'apprendre à aimer ton corps pour de vrai, c'est exactement ce que je peux te proposer. Je te laisse aller me suivre sur Instagram et m'envoyer un petit message privé avec écrit Croco et on pourra discuter de ton cas. Si tu n'as pas Instagram, tu peux aussi remplir le formulaire qui est en dessous et prendre un rendez-vous avec moi qui sera
totalement gratuit. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt.